m'appelle Evelyne Joss, je suis psychologue, psychotraumatologue, maître de conférences associée à l'Université de Metz. Bienvenue sur la chaîne Résilience Psy, dédiée à la psychologie et à la conscience. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir Jean Stone, qui est un penseur multidisciplinaire avec un CV long comme le bras. Je vais vous en donner quelques extraits. Donc, Jean est professeur affilié à l'Université Mohamed VI Polytechnique à Rabat, où il dirige le centre Sciences et Quêtes de Sens. Il est philosophe des sciences et prospectiviste. Il est l'auteur, entre autres, parce qu'il écrit de nombreux ouvrages, du best-seller Notre existence a-t-elle un sens et de Explorateur de l'invisible. Alors, il a aussi dirigé deux ouvrages collectifs qui ont rassemblé au total 35 co-auteurs, dont 11 prix Nobel, excusez du peu. C'est Sciences et Quêtes de Sens et la Science, l'homme et le monde. Son dernier livre, Jésus l'enquête, part sur les traces de cette figure incontournable de notre histoire humaine. Il est aussi le secrétaire général de l'Université interdisciplinaire de Paris, dans le cadre de laquelle il a organisé de nombreuses manifestations internationales en collaboration avec l'UNESCO et des universités et académies étrangères. Il est diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, de l'Institut d'administration des entreprises de Paris et de l'Université de Paris-Dauphine. Il possède aussi un DEA de paléontologie humaine au Muséum d'histoire naturelle, un DEA de philosophie des sciences de l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, et Jean vient aussi d'être médaillé par le pape François. Bonjour Jean. Bonjour. As-tu envie de rajouter quelque chose à cette présentation? C'est la première fois, je pense, que je dois lire la présentation de quelqu'un et c'est un tout petit extrait de ce que tu as pu faire dans ta vie et de ce que tu fais encore d'ailleurs. En fait, oui, pour que les gens comprennent, c'est simplement pas pour accumuler des diplômes, mais c'est parce que j'ai une quête qui est en fait une quête de synthèse. Je veux pouvoir ne pas être enfermé dans une boîte. Le monde actuel nous enferme dans des boîtes où on est soit physicien, soit philosophe, soit théologien, soit sociologue. Voilà, moi je veux être tout ça en même temps, dans la mesure du possible. Et donc ça a été la quête de toute ma vie. C'est ce qui explique pourquoi j'écris aussi bien sur le Christ que sur la physique quantique, que sur des livres sur le management comme l'intelligence collective ou des livres de prospective comme les clés du futur. Voilà, c'est une tentative de, j'allais dire, de compréhension globale de notre monde et aussi de l'être humain et de la civilisation que j'essaie de mener dans ma vie. Et aujourd'hui, on va parler de science et de spiritualité. Et c'est aussi, ben, je dirais, tes nombreuses casquettes qui te permettent de faire une synthèse aussi des connaissances et des réflexions qu'on peut avoir à ce sujet. Oui, absolument. C'est-à-dire que la modernité s'est trouvée, et on va le voir dans un instant, tout le monde voit bien qu'il y a une crise de sens autour de nous, parce que la modernité s'est trouvée associée à un désenchantement du monde. Donc en fait, nous avons autour de nous un succès incroyable à la science en termes de qualité de vie, de durée de vie, même si c'est en train de s'inverser, vous allez le voir tout à l'heure, de téléphone portable, d'ordinateur, de voitures, de tout ça. Enfin bon, nous avons une extraordinaire progrès qui est dû aux sciences, mais à la fois ces sciences, dites de la modernité, ont désenchanté le monde. Avec Copernic, l'homme n'est plus au centre du monde, il est sur une étoile de banlieue aux deux tiers de la Voie lactée. Hein. Pour le montrer, c'est ça, oui, vous êtes ici, voilà, on est là, perdu quelque part, aux deux tiers du rayon de la Voie lactée, nous sommes perdus dans l'univers avec Copernic. Avec Darwin, l'homme n'est plus au centre de la nature, c'est un singe un peu amélioré. Et avec Freud, Sigmund Freud, que évidemment tu connais mieux que moi en tant que psy, eh bien il dit voilà, l'homme n'est plus au centre de lui-même parce que son inconscient est plus important que son conscient. Et c'est Freud lui-même qui a lui-même dit voilà qu'il était la dernière touche à la triple humiliation de l'homme. Pas une invention de moi, c'est un propos de Sigmund Freud lui-même qui a cité donc Copernic, Darwin et lui-même pour expliquer cette humiliation. Et cette humiliation fait de nous, ouais, quelques citations, vous voyez, Francis Crick, par exemple, un prix Nobel de médecine, qui est le co-découvreur de l'ADN, l'hypothèse stupéfiante, c'est que vous, vos joies, vos peines, vos souvenirs, vos ambitions, le sens de votre identité, de votre libre arbitre, tout ça, c'est juste un truc de cellules nerveuses dans votre cerveau, c'était rien d'autre qu'un paquet de neurones. Et voilà la crise de sens, voilà la perte de sens dans nos civilisations, elle vient de là. Nous savons de mieux en mieux
techniquement comment faire les choses, comme je le disais au début, les iPhones, les ordinateurs, etc. Tu vois, et puis on sait de moins en moins pourquoi les faire, parce que finalement, ben voilà, on est que... Alors pour lui, c'est une hypothèse stupéfiante, parce que c'est un homme né dans les années 1900, et donc pour lui, il est né dans un contexte encore religieux. Et pour lui, si tu veux, le matérialisme, l'athéisme, c'est jouissif, c'est stupéfiant. À la même période, on avait un autre prix Nobel en France, Jacques Monod, justement, qui dans Le hasard et nécessité disait aussi avec jouissance que le monde n'avait aucun sens. Hein. Nous sommes perdus dans l'immensité indifférente de l'univers, hein, disait Monod. Voilà. Donc, dans les années 50, le grand écrivain anglais Charles Pierre Snow a parlé d'un fossé entre les deux cultures, et moi je dis que l'homme moderne est schizophrène. Voilà. Il est schizophrène parce qu'il y a son cerveau gauche qui est un cerveau technique qui lui dit effectivement techniquement de mieux en mieux comment faire les choses, mais son cerveau droit qui est le cerveau qui plonge dans les racines religieuses et spirituelles de nos mémoires anciennes de l'humanité, eh bien paraît en contradiction avec justement ce cerveau gauche et nos connaissances. Voilà ce qu'on peut dire en introduction, Evelyne, par rapport à ça. Et donc, toute la tentative que je vais vous présenter maintenant, c'est de reconstruire, sur une base scientifique, de reconstruire ce monde, de retrouver les bases d'un réenchantement du monde contre, justement, cette idée de l'humiliation de l'homme qui n'est qu'un épiphénomène dans l'univers, de la conscience qui n'est qu'une production des neurones, etc., etc. Ça te va comme programme? C'est parfait. Bon, alors maintenant, nous allons commencer dans une première étape avec l'astrophysique. Et pour ça, j'ai deux personnes sont des amis. Bon, l'un qui est parti maintenant et l'autre qui est encore heureusement avec nous. Hubert Rive et Trinh Xuan Tuan. On va d'abord, pour cette première pilier de la reconstruction d'une vision du monde porteuse de sens, on va écouter Hubert Rive. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de l'univers? Eh bien, on peut dire cette chose fondamentale, je pense, c'est que c'est un univers changeant. C'est un univers qui est en évolution. C'est un univers qui n'est pas, comme on l'a pensé pendant des milliers d'années, un univers qui aurait toujours existé, qui ne changerait pas. C'était la pensée aristotélicienne. Au contraire, nous savons aujourd'hui qu'il est en changement, qu'il n'a pas toujours existé. Existera-t-il toujours? Ça, c'est une question à laquelle nous ne savons pas répondre pour l'instant. En tout cas, qu'il n'a pas toujours existé, et c'est un univers dans lequel il y a eu un changement très profond, dans le sens qu'aujourd'hui, il est relativement froid, relativement peu dense, raréfié, relativement noir, c'est-à-dire peu lumineux. Quand on remonte dans le passé, vers les 15 milliards d'années statutaires, on trouve un univers extrêmement différent, un univers beaucoup plus chaud, des milliards de degrés, beaucoup plus dense et extrêmement lumineux, une sorte de flash lumineux fantastique. C'est ce qui s'appelle dans le jargon le Big Bang. Et en plus de ces trois différences, aujourd'hui moins chaud, moins dense, moins lumineux, il y en a une qui est beaucoup plus fondamentale, je dirais, pour notre discours, c'est le fait que l'univers d'aujourd'hui est très structuré, admirablement structuré. Il y a des structures à toutes les échelles, les atomes, les molécules, les cellules vivantes, les organismes vivants, les planètes, les étoiles, les galaxies, les amas de galaxies. Nous avons un univers qui est très structuré. L'univers des premiers temps n'est absolument pas structuré. Il est totalement chaotique. C'est-à-dire, il n'y a aucune des structures dont je viens de vous parler, il n'y a que des particules élémentaires qui, elles, sont en mesure, lorsque le froid sera venu, de s'associer pour faire des systèmes. Donc, elles sont en mesure, on peut dire, elles ont la potentialité de le faire. La preuve, c'est qu'elles l'ont fait. Et cette potentialité est là, présente, sous forme des lois de la physique, du hasard, du déterminisme. Il y a énormément de ferments, je dirais, qui permettent à ces particules de s'associer et de passer de ce chaos initial à des formes de plus en plus complexes. Donc, en peu de mots, l'histoire de l'univers, c'est l'histoire de la croissance, de la complexité, comment on est passé de ce chaos initial à l'admirable organisation que nous avons aujourd'hui. Donc, ce qu'il faut retenir dans ce qu'Hubert nous a dit, c'est deux choses. D'abord, que l'univers n'a pas toujours existé, hein, c'est la théorie du Big Bang, donc il y a un au-delà du temps et de l'espace,
puisque le temps et l'espace sont apparus un jour, il y a 13,7 milliards d'années. C'est d'ailleurs tout le paradoxe, parce qu'on ne peut pas dire ce qu'il y avait avant, puisque ça n'a pas de sens puisqu'il n'y a pas de temps. Et deuxième grande idée qu'il a bien précisée, c'est cette montée vers la complexité, cette organisation de l'univers. Et pour cela, eh bien, il faut s'interroger un petit peu comment est-ce que cette montée de la complexité est possible. Et pour cela, on va prendre une allégorie qui n'est pas très sympathique, mais bon, qui est le peloton d'exécution. Si vous êtes face à un peloton d'exécution et que vous avez un grand nombre de soldats qui vous tirent dessus, que tout le monde tire et que, stupéfaction, vous êtes encore vivant. Ça veut dire que tout le monde vous a raté. Alors, vous pouvez penser que c'est un coup de chance incroyable, qu'il y en a un qui a été piqué par un moustique, qu'il y avait un autre qui avait oublié ses lunettes, qu'il y en avait un troisième qui avait trop bu, qu'il y avait un quatrième qui a eu pitié de vous, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et puis vous dites, non, c'est pas possible. C'est impensable qu'ils aient tous raté la cible. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que ils ont dû être payés pour me préserver la vie, et on va récupérer mon corps, et je vais faire semblant d'être mort, et on va me sauver. Et donc voilà, donc en fait, il y a deux hypothèses. Soit c'est un coup de bol incroyable face à ce peloton d'exécution, soit effectivement, l'affaire est truquée et chaque membre du peloton d'exécution a été payé pour ne pas abattre la personne. Alors, eh bien, c'est exactement ça qu'on va retrouver en astrophysique. Soit il y a un hasard inimaginable qui permet le développement de cette complexité dont a parlé Hubert Reeves, soit en fait, eh bien, il faut postuler un principe créateur, un grand horloger, un grand architecte, appelez ça comme vous voulez, pour effectivement faire ce réglage. Et c'est ce que va nous expliquer maintenant notre second ami astrophysicien, Trinh Xuan Tuan. Il faut savoir que l'univers est réglé par 4 forces fondamentales, 15 nombres comme la vitesse de la lumière, la masse de l'électron et des lois physiques. Alors, bien sûr, on ne peut pas recréer l'univers en laboratoire. Il faudra pour cela des accélérateurs qui s'étendraient jusqu'à la prochaine étoile. Mais les astrophysiciens peuvent jouer au Dieu créateur en fabriquant avec leur ordinateur des univers joués où ils font varier justement ces constantes physiques, ces lois physiques. Et la question à 1000 francs est bien sûr, après 15 milliards d'années d'évolution, est-ce que l'intelligence, la conscience apparaissent? Si vous variez un temps soit peu ces constantes physiques, ces lois physiques, l'univers devient infertile. Donc, devant ce constat, quelle est la position possible à adopter? Pour reprendre la fameuse formule de Jacques Monod, il y a soit le hasard, soit la nécessité. La science ne peut pas trancher entre ces deux possibilités. Il faut parier, un peu comme le pari de Pascal. Et la science permet en fait les deux possibilités. La possibilité du hasard, c'est-à-dire, on peut jouer au dé et créer des milliards d'univers parallèles où les constantes physiques, les lois physiques seront toutes différentes les unes des autres. Et dans la plupart de ces univers, la combinaison serait perdante et l'univers serait infertile et dénué d'observateurs et vide d'observateurs. Tandis que, sauf dans le nôtre, où la combinaison sera gagnante et nous serons le gros lot. Donc ça, c'est la possibilité du hasard et elle n'est pas exclue par la physique parce qu'elle permet beaucoup de... La physique moderne permet l'existence d'univers parallèles aux nôtres. Et par contre, si vous pariez sur la nécessité, vous pensez qu'il n'y a qu'un seul univers unique pour expliquer ce réglage d'une précision extrême, il faut postuler un principe créateur. Et il faut que je précise cette précision. Cette précision est comparable à celle que doit exercer un archer s'il veut planter une flèche dans une cible d'1 centimètre de côté, mais qui serait placée de l'autre côté de l'univers à 15 milliards d'années. Donc vous voyez une précision extrêmement.
Alors oui, ce qu'il faut retenir de ce que vient de nous dire Trinh-Xuan Tuan, hein, c'est cette idée de ce qu'on appelle le principe anthropique, de anthropos, l'homme, c'est pas l'entropie EN, hein, c'est-à-dire ce réglage fin de l'univers qui permet la complexité. Comme il vous l'a dit, ce réglage est tellement précis que ça correspond, en fait c'est un chiffre de 1 sur 10 puissance 60, mais c'est 60 zéros après le 1, ça vous dira rien, donc c'est comme il l'a bien expliqué, ça correspond à toucher une cible de 1 cm² à l'autre bout de l'univers, alors qu'on n'a qu'une seule chance de tirer, et qu'on ne sait pas où est la cible. On ne sait pas si elle est par là ou par là ou par là. Oui, à l'autre bout de l'univers. C'est quand même incroyable. Donc, eh bien, soit il y a une infinité d'univers parallèles et c'est une possibilité, soit il n'y a qu'un seul univers et dans ce cas-là, eh bien, il faut postuler un principe créateur, comme il nous l'a très bien expliqué. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de très intéressant parce qu'il y a une chose qu'on appelle en science le rasoir d'Occam. C'est dû à Guillaume d'Occam, un moine franciscain du XIIIe siècle, qui disait qu'il ne faut pas multiplier les hypothèses inutilement. Et pendant des siècles, bien que ce soit un moine franciscain qui a inventé ce principe, on a dit aux croyants, votre Dieu est une hypothèse inutile, c'est un truc que vous rajoutez alors qu'on n'a pas besoin de lui pour expliquer le monde. Et maintenant, quand on arrive au bout des choses, qu'est-ce que font les athées? Qu'est-ce que font les matérialistes? Eh bien, je peux vous dire, j'ai parlé récemment avec des prix Nobel de physique, et ils postulent une infinité d'univers parallèles pour se débarrasser du principe créateur, ce qui est une inversion du rasoir d'Occam. C'est-à-dire que avant le rasoir d'Occam parlait contre les croyants, maintenant ils parlent contre les athées, parce qu'ils sont obligés, vous comprenez, de rajouter une infinité d'univers parallèles, alors au lieu d'avoir une hypothèse beaucoup plus simple, dire voilà, il y a un principe créateur derrière tout ça. Donc ça, c'était la première étape. Donc le Big Bang, l'univers n'a pas toujours existé, il y a un au-delà du temps et de l'espace, et la question du créateur, pas la réponse, hein, il faut être très rigoureux, parce qu'on peut choisir, même si c'est contraire au rasoir d'Occam, on peut choisir l'existence d'une infinité d'univers parallèles, pourquoi pas, hein, il y a des gens qui soutiennent cette hypothèse, mais pour l'instant, comme cette hypothèse n'est pas testable, il paraît plus logique de choisir un univers avec un principe créateur. Ça, c'est le premier pilier, hein, de notre reconstruction. Mais il y a un second pilier qui est passionnant et qui est la physique quantique. Alors, pour introduire la physique quantique, eh bien, je vais faire une métaphore avec un arc-en-ciel. Vous pouvez imaginer, quand vous voyez un arc-en-ciel pour la première fois de votre vie, vous pouvez imaginer que cet arc-en-ciel, effectivement, c'est un objet physique, un pont entre deux collines, s'il est complet, bien sûr, comme sur cette image. Et puis quand vous bougez, vous voyez bien que l'arc-en-ciel bouge avec vous, et donc vous voyez bien que ce n'est pas un objet physique. Et donc vous pouvez dire c'est une illusion dans ce cas-là, puisque il bouge, quand moi je bouge, c'est pas un objet physique. En fait, vous savez très bien que l'arc-en-ciel n'est pas une illusion. Il dépend de la présence des gouttes d'eau dans l'air, des lois de réfraction de la lumière. Mais sa position et sa vitesse dépendent de votre position et de votre vitesse. Et ça, c'est fondamental, Evelyne, parce que ça réintroduit la notion de l'observateur dans la définition de la réalité qui est observée par cet observateur. Eh bien voilà, les particules élémentaires, les atomes même, les molécules qui nous constituent, même de grosses molécules, sont comme cet arc-en-ciel. C'est-à-dire que leur position et leur vitesse n'ont pas de sens en dehors de l'observation. Leur position et leur vitesse dépendent de notre position et de notre vitesse. L'un des grands fondateurs de la physique quantique, le prix Nobel Werner Heisenberg, qui a justement démontré ce qu'on appelle le principe d'incertitude de Heisenberg, c'est-à-dire que si on connaît la position d'une particule, on ne connaît pas sa vitesse, et si on connaît sa vitesse, on ne connaît pas sa position. Pourquoi? Parce que le fait de mesurer sa vitesse, ça change sa position, le fait de mesurer sa position, ça change sa vitesse. Et il dit aujourd'hui donc que la théorie atomique, enfin à l'époque déjà, moderne, ne soutient plus une vue matérialiste naïve de l'univers. C'est quand même très très important qu'un grand physicien comme lui dise la théorie atomique moderne ne soutient plus une vue matérialiste naïve de l'univers. Les atomes ne sont plus des objets matériels dans la signification de ce mot. La particule élémentaire de la physique moderne n'est plus une particule matérielle. Comme les potentiats aristotéliciens, elle est entre l'idée d'un objet et un vrai objet. Je trouve cette citation formidable, regardez bien, c'est entre l'idée d'un objet, c'est-à-dire c'est plus réel que l'idée d'un objet, mais c'est moins réel qu'un vrai objet. C'est comme l'arc-en-ciel.
L'arc-en-ciel est moins réel qu'un objet, mais il est plus réel que l'idée de l'objet. Eh bien voilà, la réalité qui nous constitue est comme un arc-en-ciel. C'est déjà quelque chose de stupéfiant, déjà quelque chose de très étonnant. Mais il y a encore quelque chose de plus étonnant que cela, qui a valu récemment un prix Nobel à un Français du nom d'Alain Aspect, c'est ce qu'on appelle la non-séparabilité ou non-localité, en anglais entanglement ou intrication en français. Dans notre monde, aucune influence ne peut se propager plus vite que la vitesse de la lumière, parce que justement, la relativité d'Einstein montre que la structure du temps et de l'espace empêche qu'on aille plus vite que la vitesse de la lumière. Et pourtant, la physique quantique prévoyait dès les années 30, et c'était un débat entre Niels Bohr et Albert Einstein, la physique quantique prévoyait que dans certains cas particuliers, on pouvait créer des paires de particules qui seraient un seul et unique objet, même séparés très très loin l'une de l'autre. Pourquoi ? Parce que regardez, Einstein voulait battre ce fameux principe d'incertitude de Heisenberg que je viens de mentionner. Et donc il disait, en fait, on crée un couple de particules, on fait la mesure de vitesse sur l'une, la mesure de position sur l'autre. Si les particules sont parties avec la même vitesse dans des positions opposées, hop hop, on fait ici mesure de position, on a la position de l'autre. Là, on fait mesure de vitesse, on a la vitesse de l'autre, voyez-vous. Et donc, on a la position et la vitesse des deux en même temps. Donc, il disait à Bohr et à Heisenberg, votre physique quantique est incomplète parce que justement, elle n'est pas capable de prédire les positions et les vitesses, mais pourtant, elles doivent exister. Je viens de vous le démontrer. Et Bohr lui répond, non, non, pas du tout. Si tu mesures la position d'une particule qui est intriquée avec une autre, qui sont issus de la couche externe d'un même atome, qui sont partis dans des directions différentes avec exactement la même vitesse, eh ben l'autre va être instantanément impacté. Eh oui. Et Einstein disait, pour s'en moquer, que c'était un effet fantôme à distance et qu'aucune définition un tant soit peu raisonnable, disait-il, de la réalité ne saurait autoriser l'existence d'un tel phénomène. Eh bien, ce phénomène existe. Il a été démontré donc en 1982, prix Nobel de physique 2022, 40 ans d'attente quand même, pour montrer que la réalité n'est pas dans l'espace. Pourquoi ? Parce que ici vous avez dans l'éclaté, le cylindre éclaté est en fait un endroit où il y a un atome de calcium qui est éclairé excité par un laser. Et donc les deux boîtes avec les tubes que vous voyez là, je mets ma souris, on voit ma souris là sur l'écran ? On voit ma souris, Evelyne, oui. Donc là, vous avez l'éclaté. Là, vous avez ici deux. Donc l'éclaté, il est là. Donc les deux particules partent dans les deux boîtes. On fait des mesures dans cette boîte. Et on peut montrer que beaucoup plus rapidement que ce qu'il faudrait pour aller à la vitesse de la lumière d'une boîte à l'autre, eh bien, la mesure qui est faite dans cette boîte va modifier l'état de la particule dans l'autre boîte, voyez-vous. C'est ça la non-séparabilité quantique. C'est-à-dire que ce qui est fait dans ce laboratoire-là, avec cette boîte-là, où il y a une particule, impacte ce qui se passe dans un autre laboratoire avec une autre boîte, voyez-vous. Et ça, on l'a fait au départ à 12 mètres, mais maintenant, on l'a fait à 1200 km en Chine, depuis l'espace, avec pareil, toujours des paires de particules dites intriquées, ou non séparables, puisqu'elles ne sont pas séparables, puisque tout ce qui arrive à une, voyez-vous, arrive à l'autre. Et c'est ça, justement, ce que fait cette expérience-là, à 1200 km de distance. Donc, il y a une non-séparabilité qui montre que la réalité n'est pas dans l'espace. Mais la réalité n'est pas non plus dans le temps. Même une revue pas très ouverte au plan des nouvelles idées, comme Science et Vie, le montre en disant une expérience quantique prouve que le temps n'existe pas. Pourquoi ? Cette expérience a été faite par Nicolas Gisin et mon ami Antoine Suarez, un remarquable physicien théoricien de Genève. Dans cette expérience, qui est assez complexe, mais je vais vous la résumer, en fait, la relativité d'Einstein fait que le temps et l'espace s'écoulent différemment dans le référentiel de vitesse où vous êtes. Par exemple, si vous prenez l'avion, vous êtes un 14 millionième de seconde plus jeune que la personne qui n'a pas pris l'avion. Alors là, ça ne se verra pas, ça ne fera pas une grosse différence, mais c'est vrai, vous rajeunissez un tout petit peu quand vous prenez l'avion, mais de façon imperceptible, par rapport aux gens qui sont restés sur Terre. Alors on l'a démontré de façon réelle et physique, juste après la mort d'Einstein, avec des horloges atomiques qui justement ne bougent que d'1 millionième de seconde par an, eh bien elles ont pris l'avion, ces horloges, et une autre est restée sur Terre, et en une journée, elles étaient déjà décalées donc de 14 millionième de seconde, alors que logiquement, elles n'auraient pas dû tous se décaler, puisqu'elles se décalaient entre elles d'1 millionième de seconde par an, voyez-vous. Et donc voilà, donc là, en fait, dans les deux endroits jaunes que vous avez des particules qui sont
partie d'une source commune et qui arrivent dans ces endroits jaunes où par un jeu discret, ces particules de lumière, ça se passe à la vitesse de la lumière, et donc on met les particules dans un état où la particule A va dire c'est moi qui ai été mesuré avant B, si elle pouvait parler, dans son référentiel à elle, comme l'avion, et l'autre qui est resté sur Terre, comme dans mon exemple, dirait ah ben non, c'est moi qui ai été mesuré en premier. Cette expérience s'appelle before, avant, parce que chaque particule pourrait prétendre être mesurée avant l'autre. Et la grande question qui se pose, c'est dans ce cas très très bizarre et très très spécial, est-ce que la non-séparabilité existe encore? Et la réponse est oui. Ce qui veut dire que, comme le dit Suarez, au niveau quantique, il y a des choses qui se passent, mais le temps, lui, ne passe pas. Parce que justement, l'expérience fonctionne même dans un paradoxe temporel où chaque particule, dans son référentiel à elle, pourrait penser que c'est elle qui a été mesurée en premier. Donc l'expérience montre à la fois que la réalité échappe à l'espace et que la réalité échappe au temps. Alors maintenant, en quoi c'est important cette idée pour la conscience? Avant de revenir sur la nature de la réalité, la vision classique, c'est les particules font les molécules font les neurones font la conscience. C'est ce que disait Francis Crick tout à l'heure quand il disait, rappelez-vous, mais vous êtes qu'un truc de neurones, vous êtes rien d'autre qu'un truc de neurones. Eh ben non, en fait, c'est plus compliqué que ça. Les particules font des molécules, les molécules font des neurones, les neurones font la conscience, mais la conscience contribue à définir, comme on l'a vu avec l'arc-en-ciel, les propriétés, certaines des propriétés de position et de vitesse des particules. Donc du coup, vous n'êtes plus du tout dans un schéma pyramidal de ce genre, mais dans un schéma circulaire où la réalité ultime, en quelque sorte, n'est pas quelque chose que l'on peut réduire à des particules, qu'on peut réduire. Vous savez que l'idée de Descartes, on coupe les molécules en atomes, les atomes en particules, et quand on a compris ce que c'est que le niveau le plus bas, on a compris tout le reste. Hein. C'est le réductionnisme. Et ben voilà, donc ça c'est quelque chose d'important qui nous montre aussi que la conscience peut jouer un rôle au niveau de la microphysique, comme va nous le dire un grand scientifique. We see the operation of mind, perhaps on a very different level, in quantum mechanics, in the behavior of individual particles and atoms, which are governed by the rules of quantum mechanics. And the rules of quantum mechanics have this strange quality that they appear to depend on an observer, so that in some sense, when an electron decides to move from one level to another, it is making a choice. There is something that looks perhaps mental in the way that an electron behaves. That may be only just a form of words, or it may have some reality. But at least there seems to be something in the nature of mind involved in events on the atomic level. Donc Freeman Dyson, qui a été professeur à l'université de Princeton, il a occupé la chaire qu'occupait Einstein avant lui à l'Institut des études avancées de Princeton, où j'ai eu la chance de le rencontrer et d'interviewer. Freeman Dyson donc nous dit de façon prudente qu'il y a quelque chose qui ressemble à de l'esprit qui est impliqué dans les opérations de la physique au niveau le plus bas, qui a une espèce de comme un libre arbitre de la particule, parce que il y a un déterminisme complet. En France, vous avez Emmanuel Ransford qui reprend ses idées. Il a récemment d'ailleurs fait un livre sur le hasard quantique, du hasard quantique à la conscience, pour développer ce genre d'idées. Et donc, ce qui est très important, c'est donc de comprendre que effectivement, nous sommes dans une vision beaucoup plus ouverte du monde avec la physique quantique, ouverte sur d'autres niveaux de réalité et ouverte aussi sur une vision plus riche de la conscience. Et nous allons écouter la personne qui a conçu l'expérience de non-séparabilité quantique qui a été faite par Alain Aspect et qui était mon maître, le scientifique qui n'est pas prix Nobel, mais qui est le scientifique qui m'a le plus impressionné dans tous les centaines de scientifiques que j'ai rencontrés, c'est Bernard d'Espagna. L'homme ancien, si vous voulez, l'homme de l'époque pré-industrielle et même l'homme du début de l'ère industrielle avait encore beaucoup de contact avec le milieu naturel. La plupart des gens étaient des paysans, etc. Et ce contact avec le milieu naturel, les grands bois, les nuits obscures et tout ça, ça donnait aux gens le sentiment tout à fait naturel de la grandeur de quelque chose qui les dépasse, n'est-ce pas? Une espèce de sentiment de mystère, mais pas de mystère effrayant. Enfin, il y avait aussi cet élément-là, mais je n'en parle pas. Le sentiment d'un mystère de grandeur.
Ça venait tout naturellement. Et je pense que c'était quelque chose, au total, de bénéfique, qui contribuait à l'équilibre de l'homme. Mais aujourd'hui, la situation a tout à fait changé parce que la plupart de nos concitoyens sont en contact uniquement avec des objets, ou presque uniquement avec des objets fabriqués, n'est-ce pas, des objets soit qu'ils fabriquent eux-mêmes, soit qu'ils contribuent à vendre ou à acheter, etc. Or, les objets fabriqués sont par définition même dépourvus de mystère. C'est pas que nous sachions comment ils fonctionnent tous, n'est-ce pas? Nous savons comment fonctionne notre automobile, nous ne savons pas en général comment fonctionne notre calculette, mais nous savons qu'il y a des gens qui savent comment fonctionne notre calculette, et donc c'est pas un vrai mystère, n'est-ce pas? Et donc, ce sentiment de la grandeur de quelque chose qui vous dépasse est quelque chose qui risque de se perdre. Et à mon avis, c'est mon opinion, ce serait très dommage. Heureusement, je dirais, heureusement que l'évolution de la science elle-même, au-delà des techniques, de la fabrication de calculettes et de tout ça, quand on la creuse elle-même, cette science, quand on creuse ses fondements, eh bien, on s'aperçoit que cette science n'est pas capable de mettre le monde à plat, si vous voulez, de tout nous décrire comme le technicien nous décrit la calculette ou l'automobile. La science a espéré pendant un certain temps être capable de faire ça. Et ça paraissait à l'époque un objectif intéressant et sympathique, n'est-ce pas? Nous venons d'en voir les dangers de cet objectif. Mais justement, il se trouve que la science elle-même s'aperçoit maintenant que cet objectif paraît être inaccessible. Et tant mieux. Alors c'est très très important ce qu'il a dit, parce qu'il a dit que c'est la science elle-même qui démontre ses propres limites, pas la philosophie, la théologie, la religion, la sociologie ou ce que vous voulez. Non, non, c'est la science dure qui démontre ses propres limites. Alors comment c'est possible? Parce que vous me direz, oui, mais demain on va savoir, aujourd'hui on ne sait pas. Non, c'est une nouvelle épistémologie. On sait très bien, je répète, on sait très bien pourquoi on ne saura jamais certaines choses. On sait avec une précision incroyable, celle d'un cheveu sur la distance de Paris à Los Angeles, pourquoi on ne saura jamais la position et la vitesse d'une particule au même moment, à cause du principe de Heisenberg qui est démontré, comme je disais, avec la précision d'un cheveu sur la distance Paris-Los Angeles. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais du théorème de Gödel, on sait très bien pourquoi on n'aura jamais un système complet et cohérent. Donc voilà, c'est une nouvelle épistémologie. La science démontre elle-même ses propres limites, et en démontrant ses propres limites, la science, et ça c'est formidable aussi, réintroduit, comme il l'a très bien expliqué, une certaine profondeur du réel, un certain mystère du monde. C'est pour ça que D'Espagna parlait de réel voilé. Et finalement, l'image que D'Espagna m'a toujours dit, Jean, si vous voulez avoir une image de ce que la physique quantique vous dit du monde, l'image la plus adaptée à la physique quantique, eh bien c'est la caverne de Platon. Voilà, la caverne qui symbolise effectivement pour Platon les hommes que nous sommes, c'est nous sommes enfermés dans une caverne où nous croyons que nous voyons la réalité, la caverne étant le monde où nous sommes, dans le temps, l'espace, l'énergie, la matière, et nous voyons des ombres se projeter là, vous voyez ici, nous voyons les ombres se projeter sur le fond de la caverne, mais en fait, ce n'est pas la réalité. La réalité est à l'extérieur de la caverne, voyez-vous. Et donc, Nicolas Gisin, par exemple, qui a fait l'expérience Before Before, montrant que la non-localité échappe au temps, a écrit « Les corrélations non locales proviennent d'au-delà de l'espace-temps, car aucune description située à l'intérieur de l'espace-temps ne peut en être faite. » Voilà. Et donc ça, c'est très très important. Donc je répète, la physique quantique vous montre que les fondements des objets ne sont pas des objets, ils sont comme des arcs-en-ciel. La physique quantique vous montre qu'il y a une incomplétude fondamentale dans la connaissance que nous pouvons avoir du réel à cause, entre autres, du principe d'incertitude de Heisenberg. Donc la science démontre ses propres limites, mais aussi la science démontre qu'il y a un au-delà du temps et de l'espace à cause de la mystérieuse intrication quantique, qui est sans doute un des concepts scientifiques les plus importants de tous les temps et qui est encore qui est cerné, mais encore assez mal compris. Et à mon avis, il y a encore beaucoup de progrès que l'on peut faire
dans le futur avec cette notion extraordinaire pour notre compréhension du monde. Et tout cela réintroduit, justement, du sens, réintroduit une profondeur du réel, comme Bernard d'Espagna nous l'a dit. Donc ça, c'est notre deuxième pilier, Evelyne. Donc ça, c'est évidemment quelque chose d'essentiel. Mais il y a encore 3 autres piliers que l'on va regarder. Et d'abord, le pilier des mathématiques. Ça peut sembler étonnant parce que les mathématiques, c'est un monde assez desséché. Qu'est-ce qu'on peut trouver de spirituel dans les mathématiques? Eh bien, je vais vous le montrer. D'abord, le prix Nobel de physique Roger Penrose, aussi un homme que j'ai eu la chance de bien connaître et qui est toujours vivant d'ailleurs avec nous, mais âgé, nous dit: selon Platon, les concepts et les vérités résident dans un monde dépourvu de toute notion de localisation spatio-temporelle. Mais c'est un monde réel. Regardez bien, il le dit. Notre esprit y a toutefois directement accès grâce à une connaissance immédiate des formes mathématiques et une capacité à raisonner sur ces formes. C'est ce potentiel de connaissance immédiate des concepts mathématiques, cet accès direct au monde platonicien, qui confère à l'esprit un pouvoir supérieur à celui de tout dispositif dont l'action repose uniquement sur le calcul. Qu'est-ce qu'il veut dire, Evelyne? Il veut dire deux choses. Il veut dire, les mathématiques, c'est comme l'Afrique. L'Afrique, on ne l'a pas inventée. L'Afrique, on la découvre. Voilà, et bien effectivement, beaucoup de gens disent les mathématiques, c'est le cerveau humain qui les invente. Eh bien, les grands mathématiciens disent non. Les mathématiques, nous les découvrons comme un continent. Et la deuxième chose, quand il parle de connaissance immédiate des concepts mathématiques, quand il parle d'un aspect direct, un accès direct de l'esprit humain au monde platonicien, eh ben ça confère, dit-il, à l'esprit humain un pouvoir supérieur à tout ordinateur, à toute intelligence artificielle dont l'action repose uniquement sur le calcul. Ça, c'est très très important pour le monde à venir, je pense. Et l'illustration de cela se trouve chez un autre grand mathématicien, médaille Fields, celle qui a rendu Nobel en mathématiques, Alan Kohn. Et Alan Kohn discute avec Jean-Pierre Changeux, qui est un homme très réductionniste. Et Changeux lui dit: mais non, les mathématiques, tu les inventes, c'est ton cerveau qui les fait. Et c'est un enjeu pour Changeux très important, parce que Changeux est un matérialiste conséquent. Et on ne peut pas laisser une porte ouverte. On dit on ne peut pas laisser Dieu mettre un pied dans la porte. Parce que si on laisse Dieu mettre un pied dans la porte, si on fait une faille dans le matérialisme, c'est foutu. Tout va s'écouler par la faille, comme l'eau par une fente. Donc Changeux assiste et Kohn réplique avec force, avec violence, alors qu'ils sont tous les deux plus ou moins amis et matérialistes. Il dit: au moment où elle a lieu, j'ai souligné les mots en rouge, c'est moi qui ai souligné. L'illumination implique une part considérable d'affectivité, de fait qu'on ne peut pas rester passif ou indifférent. Les rares fois où cela m'est réellement arrivé, je ne pouvais m'empêcher d'avoir des larmes aux yeux. J'ai souvent observé la chose suivante: une fois la première étape de préparation franchie, on se heurte à un mur. L'erreur à ne pas commettre consiste à attaquer cette difficulté de manière frontale. L'expérience montre que si on s'attaque à un problème directement, on épuise très vite toutes les ressources de la pensée directe, rationnelle. Ce qui est frappant, c'est l'importance, quand je parle de procéder indirectement, de l'éloignement apparent entre le problème initial et le champ d'investigation du moment. Le mathématicien doit évidemment disposer d'une sérénité suffisante. On peut ainsi parvenir à une sorte d'état contemplatif, qui n'a rien à voir avec la concentration d'un étudiant en mathématiques qui passe un examen. Alors, regardez les mots que j'ai soulignés en rouge: l'illumination, les larmes aux yeux, épuiser la pensée rationnelle et ses ressources, la sérénité, l'état contemplatif, très différent de celui de l'activité mathématique normale d'un étudiant. Tous ces mots sont le vocabulaire d'un mystique qui décrit une expérience mystique. Eh bien, c'est un grand mathématicien agnostique qui décrit comment il perçoit la vérité en mathématiques. Voyez ? Et ça, c'est vraiment très, très intéressant. Et c'est confirmé par l'histoire incroyable de cet homme-là, Srinivasan Ramanujan, un jeune hindou, mort malheureusement trop tôt parce qu'il était capable de créer des formules mathématiques incroyables. Il les a envoyées en 1913 à l'université de Cambridge, parce que personne en Inde ne s'intéressait à ce qu'il faisait. À Cambridge, ils ont été stupéfaits, ils l'ont immédiatement invité, alors qu'il n'avait aucune formation, rien du tout, aucun diplôme. Et malheureusement, en 1914, c'est le début de la Première Guerre mondiale. En plus, à Cambridge, on ne mange que du roast beef et il était végétarien. Et ensuite, le climat anglais, il est mort de tuberculose peu de temps après la guerre, et c'est évidemment une très grande perte pour l'humanité. Pourquoi? Parce que Ramanujan est arrivé avec des formules comme ça. Regardez. Cette formule vous donne les décimales du nombre de pi, 8 par 8, pour chaque nombre n que
vous rentrez. Ça a l'air très compliqué, et c'est très compliqué. Mais en 77 ans de travail, des mathématiciens ont pu prouver, parce que c'est très compliqué de prouver que cette formule vous donnera toujours, jusqu'à l'infini, les décimales exactes du nombre pi. Eh bien oui, cette formule est vraie. Et Ramanujan l'a écrit en 1910, comme ça. D'où vient le 26 390? D'où vient le 9801? D'où vient ce truc? D'où vient le 4 fois 99 à 4 puissance, facteur 4 puissance n? C'est complètement fou. Et Ramanujan, quand on lui disait, il disait que c'est de la déesse Intel qui lui mettait les propos dans la bouche, et qui l'inspirait en rêve, ou qui lui donnait les formules. Alors on lui disait, mais en fait, t'as rien à faire, t'as aucun mérite, toi. Le travail tombe tout cuit, mais il se fâchait tout rouge. Il disait, mais non, il faut faire un grand effort pour être en contact avec la déesse. Je travaille énormément pour être en contact avec la déesse. C'est très difficile, vous comprenez? Et bien ça, c'est une illustration extraordinaire, selon moi, de ce que disait un grand scientifique tout à fait agnostique et rationnel comme Roger Penrose, un prix Nobel de physique, quand il dit que l'esprit humain a une connaissance immédiate des formes mathématiques. Et bien, la connaissance immédiate la plus extrême, vous l'avez ici, avec Ramanujan, qui a sorti 3000 formules comme ça dans sa vie, dont 2900 sont justes, et il les a sorties sans aucune démonstration. Ce qui est quand même complètement incroyable. Donc la première idée dans mon troisième pilier, puisque nous sommes dans le troisième pilier sur les mathématiques, c'est ce platonisme des mathématiques, cette existence d'un monde, d'un univers des mathématiques avec lequel l'esprit de quelques grands mathématiciens comme Ramanujan, Alan Kohn ou Penrose peut être en contact et en tirer, en faire descendre des vérités mathématiques. Mais il y a une autre histoire. Il y a une autre histoire incroyable d'un jeune homme qui s'appelait Kurt Gödel et qui, à l'âge de 31 ans, a trouvé un théorème de mathématiques qui a bouleversé totalement les fondements même de la science. Alors, pour comprendre ce théorème, je vais faire un truc très simple. Ça s'appelle le paradoxe du bibliothécaire. Pour les spécialistes, ce n'est pas exactement le théorème de Gödel, mais c'est pour vous le faire comprendre. Vous avez tous les livres de la planète. Vous les lisez. Et vous voulez les classer. Et donc, vous avez les SC, ceux qui se citent eux-mêmes. C'est le catalogue de tous les ouvrages qui se citent eux-mêmes. Vous voyez, là, je vais ma flèche noire dessus. Puis vous avez les NSC, le catalogue de tous les ouvrages qui ne se citent pas eux-mêmes. Donc vous lisez un ouvrage, par exemple un roman d'Agatha Christie, et je vais marquer voir page temps du même ouvrage, dans un roman d'Agatha Christie, donc il ne se cite pas lui-même, donc vous le mettez dans les NSC. Un traité de comptabilité, de mathématiques, où il y a marqué voir page temps du même ouvrage, ou aller voir les annexes, il se cite lui-même. Et vous le mettez dans les SC. D'accord? Jusqu'ici, tout va très bien. Mais vous avez le catalogue de tous les ouvrages qui ne se citent pas eux-mêmes. Il ne contient que les titres et ouvrages qui ne se citent pas eux-mêmes. OK? Où mettez-vous ce catalogue? Il ne se cite pas lui-même. Donc, a priori, on le met on l'inscrit dans le catalogue des ouvrages qui ne se citent pas lui-même, c'est-à-dire dans lui-même. Mais il ne peut contenir que les titres des ouvrages qui ne se citent pas eux-mêmes. Et maintenant, il y a une référence à lui-même dans lui-même. Alors, vous voulez le mettre de l'autre côté? Dans la catégorie qui se cite? C'est pas possible. Parce que pour le mettre là, il faut qu'il se cite lui-même. Mais si vous l'enlevez de la catégorie catalogue des ouvrages qui ne se citent pas eux-mêmes, vous mettez du typex, du blanc, vous effacez son titre. Donc vous venez d'effacer son titre, vous ne pouvez donc pas le mettre dans la catégorie de ceux qui se citent eux-mêmes. Donc il n'y a pas de réponse à la question simple, où mettons le catalogue des ouvrages qui ne se citent pas eux-mêmes. Alors vous allez, on s'en fiche avec les catalogues, ok d'accord, mais voilà maintenant le théorème de Kurt Gödel. Et il est énorme. Tout ensemble fini d'axiomes contient au moins une proposition indécidable. Et vous savez tous maintenant ce qu'est une proposition indécidable. Ou mettons le catalogue des ouvrages qu'on ne se cite pas eux-mêmes. C'est une proposition indécidable, chers amis. Eh bien, la logique de cela, c'est que tout système logique humain cohérent est incomplet. Et c'est énorme. Je vais vous le démontrer. Regardez mes catalogues. Est-ce que le catalogue des ouvrages qui ne se citent pas eux-mêmes est complet? Est-ce qu'il est complet? Non, il n'est pas complet. Il y a un ouvrage sur Terre qui ne se cite pas lui-même et qui n'est pas cité dans ce catalogue. C'est lui-même le catalogue des ouvrages qui ne se citent pas eux-mêmes. Donc il est incomplet. Maintenant, je vais le rendre complet. Je vais écrire dans lui-même le catalogue des ouvrages qui ne se citent pas eux-mêmes. Eh bien, il est incohérent. Il est incohérent. On a créé une incohérence en mettant dans lui-même une référence à lui-même alors qu'il ne peut contenir que le titre d'ouvrages qui n'ont pas de référence à eux-mêmes. Vous voyez? Donc,
Tout système logique humain, c'est ça le théorème de Gödel, qui se veut cohérent, ce qui est la moindre des choses pour un système logique, eh ben, il doit être incomplet. Comme mon catalogue des ouvrages qui ne se citent pas eux-mêmes. Voyez-vous? Et ça, c'est énorme. Parce que justement, toute la vision matérialiste, c'est une vision de la complétude. Être à la fois complet et cohérent. Eh ben, c'est pas possible. Et ça a été un clash dans les années 30, on n'a pas encore fini de voir les conséquences. C'est comme la non-séparabilité quantique. Ça fait partie des deux concepts peut-être les plus importants du XXe siècle, le théorème de Gödel. Et pour mieux le comprendre, je vous ai mis le chat de Philippe Gueluc, parce que c'est compliqué à vulgariser. Le chat dit « Il m'arrive de douter de tout, hein, et je ne suis même pas toujours certain. Je suis même pas toujours certain de quoi? Ben, être sûr de douter. Ben oui. Mais attendez, si je doute de mon doute, hein, est-ce que je doute si je doute de mon doute, voyez-vous, hein? Alors ça, c'est l'argument de la rétorsion d'Aristote. Je suis presque sûr que c'est Platon qui l'a inventé, parce qu'Aristote, tout en étant en désaccord avec lui, était son élève. Je suis presque sûr que confronté aux sophistes comme Protagoras, c'est Platon qui a découvert ça, mais peu importe, parce qu'on n'a pas de traces. Mais Aristote a dit, voilà, un sophiste vous dit rien n'est vrai. D'accord? Rien n'est vrai. Si rien n'est vrai, l'affirmation rien n'est vrai n'est pas vrai non plus. Mais alors, si l'affirmation rien n'est vrai n'est pas vrai, c'est qu'il y a un truc qui est vrai. Vous voyez, on est derrière. Donc voilà, ça c'est l'importance du théorème de Gödel, hein, pour montrer en quelque sorte la transcendance de la vérité. Je ne vais pas au-delà, mais le théorème de Gödel a deux niveaux. Et le deuxième niveau montre qu'il y a des propositions qui sont vraies mais indémontrables dans tout système d'axiomes. Et alors, pourquoi elles sont vraies? Parce que nous savons, par notre perception directe de la vérité platonicienne, que c'est vrai. Nous avons, dit Gödel dit, la base de mon système, c'est que la notion de vérité est plus vaste que la notion de démonstrabilité en mathématiques, pas en poésie. En mathématiques, la démonstrabilité, eh bien la vérité est plus vaste que la démonstrabilité. C'est quelque chose de très très perturbant, même pour des mathématiciens professionnels, je vous rassure. Ensuite, quatrième pilier, la vie. C'est un sujet passionnant, la vie. Comment dépasser la vision darwinienne qui, bien sûr, existe. La vision darwinienne existe dans plein de... Par exemple, quand vous avez une nouvelle maladie, votre système immunitaire, comme le Covid-19, il se met, avec la fièvre, il se met à bouger pour, par hasard, générer la bonne solution. Il n'a pas une bibliothèque des maladies, parce que s'il y avait une bibliothèque des maladies où il allait chercher la réponse à une nouvelle maladie pour la combattre, vous seriez mort, l'humanité entièrement, chaque fois qu'il y a une nouvelle maladie. Donc le système immunitaire, par exemple, fonctionne de façon darwinienne. Il fonctionne de façon darwinienne dans le sens que, effectivement, quand il y a le Covid-19, le système immunitaire, il bouge, et puis il trouve la solution, ou il ne trouve pas, et vous êtes mort. Les bactéries, c'est extrêmement darwinien. On tue toutes les bactéries avec les antibiotiques. On tue toutes les bactéries, mais les bactéries que l'on tue avec les antibiotiques, celles qui ont survécu à l'antibiotique, elles sont extrêmement renforcées. Et du coup, elles se répandent, c'est une sélection naturelle, de façon extrêmement rapide. On va en parler dans un instant. Donc tout ceci pour dire qu'il y a des phénomènes darwiniens, mais il y a aussi quelque chose qui va au-delà, quelque chose de plus profond. C'est ce que j'ai dessiné ici avec ce que j'appelle un paysage évolutif. Voyez-vous, vous lâchez des billes au sommet d'une colline, et ces billes que vous lâchez au sommet d'une colline, eh bien, elles peuvent aller, elles s'entrechoquent au hasard, et donc, vous voyez toujours ma flèche noire. Ici, par exemple, c'est un hasard qu'il n'y a aucune bille, là, qui est tombée. Il n'y a aucune bille qui est tombée là. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est un hasard. Mais les billes peuvent pas aller là, peuvent pas aller là parce que c'est physiquement impossible. Eh bien voilà une nouvelle vision de l'évolution. Par exemple ici, ce serait un chemin qui mènerait à des dinosaures bipèdes intelligents. Peut-être qu'il existe dans l'invisible, dans la pensée de Dieu, comme dirait Platon, qui parlait du cheval dans la pensée de Dieu comme étant plus réel que le cheval dans les champs, parce que c'est un archétype du cheval. Peut-être qu'il existe un cheval dans un dinosaure bipède intelligent, mais sur Terre, les dinosaures ont été éliminés, donc cette voie ne s'est pas matérialisée, voyez-vous. Donc là, vous avez cette vision-là, et hop, cette vision-là vous amène à l'idée que l'évolution a un sens. Simon Conway Morris, par exemple, un grand paléontologiste de l'Université de Cambridge, dit « Pour les darwiniens classiques, il est très improbable que les occupants d'une planète puissent ressembler à ceux d'une autre planète. Mais, dit-il, il y a une convergence évolutionniste. L'idée, je pense, que l'évolution n'est pas due entièrement au hasard, que l'évolution est canalisée. Voyez-vous, c'est ce que je viens de vous montrer avec mon paysage. Eh bien, ça indique que le nombre d'alternatives est strictement limité. Il est strictement limité parce que l'évolution est
canalisée, l'évolution est encadrée par les lois de la nature. Voyez-vous? Et il dit, si un tel programme de recherche peut se développer, eh bien, on pourrait trouver un niveau plus profond de la biologie, et ça c'est très important pour nous et pour les temps futurs, je pense, dans lequel l'évolution darwinienne restera un concept central. Les bactéries, c'est darwinien, le système immunitaire que nous avons, c'est darwinien, et c'est important. Mais regardez ça, ça c'est la phrase la plus provocante qu'un grand biologiste ait jamais écrite, mais où les formes fonctionnelles possibles sont prédéterminées depuis le Big Bang. Hein, les formes fonctionnelles possibles sont prédéterminées depuis le Big Bang. Vous vous rendez compte l'importance de cette phrase, voyez? Donc ici, ça veut dire que nous sommes dans une situation où il y aurait des plans d'organisation. C'est vraiment la pensée platonicienne, hein. C'est vraiment l'idée de la pensée platonicienne que nous avons avec l'idée que dans la pensée créatrice de Dieu, il y a le plan du cheval et après il y a des chevaux qui courent dans les champs. Eh bien, il y aurait des formes fonctionnelles possibles qui existeraient avant le Big Bang. Vous vous rendez compte? Voilà, donc ça, c'est une nouvelle vision de l'évolution que je décris de la façon suivante. C'est-à-dire que là, vous avez des cristaux de neige. Et ces cristaux de neige, ils ont tous, comme vous le voyez bien, hein, ils ont tous ici 6 branches. Donc il n'y a aucun doute sur le fait que ces cristaux de neige aient 6 branches. Mais, ils ont des formes complètement différentes. Ces formes dépendent de la température, de la pression, de toute une série de choses qui sont des choses dues au hasard. Hein. Et donc, à partir de cela, vous avez les lois de la nature qui font qu'il y a toujours 6 branches, et il y a le hasard, qui est l'équivalent des conditions darwiniennes, de mutation et hasard, sélection naturelle, qui font que ces cristaux ont des formes complètement différentes. Donc, en gros, les organismes vivants sont plus comme des cristaux, hein, que des machines, c'est-à-dire que leurs formes, leurs caractéristiques générales sont fixées par les lois de la nature et pas par l'évolution du hasard et de sélection naturelle darwinienne, mais bien sûr, le hasard et la sélection naturelle darwinienne jouent un rôle, comme vous le voyez ici, pour définir la forme, l'apparence de ces différents cristaux. Alors, pour bien comprendre les problèmes que nous avons dans les sciences de la vie, c'est l'idée de la théorie du décalage qui me paraît importante, c'est une idée qui m'est propre. Regardez Louis XVI, qui vivait à la même époque que Isaac Newton, sa femme est morte parce que les médecins de l'époque étaient tellement mauvais qu'ils ne savaient pas qu'il fallait, par exemple, elle avait un abcès de pus sous l'épaule, elle en est morte, il suffisait de percer l'abcès de pus pour la sauver. Ben, les médecins ils l'ont saigné au contraire, la rendant encore plus faible pour faire sortir la maladie. Donc ils n'avaient aucune idée de comment fonctionnait le corps humain. Au même moment, Isaac Newton était capable de dire la comète que vous voyez là, avec les lois de la gravitation universelle de Newton, elle va revenir dans 90 ans. Donc il y avait au moins un siècle d'avance entre les sciences de la matière et les sciences de la vie. Parce que les sciences de la matière sont beaucoup plus complexes. Les sciences de la matière, les sciences de la vie, je voulais dire, sont beaucoup plus complexes que les sciences de la matière. Il faut donc des outils et des théories plus avancées pour les comprendre. Eh bien, le grand secret, chers amis, c'est que ce décalage existe toujours. Nous avons la physique quantique, nous avons le théorème de Gödel, nous avons le Big Bang, nous avons des choses fantastiques en mathématiques, en physique, en astrophysique, mais en biologie, nous avons toujours une vision très réductionniste et dans les sciences de la conscience aussi, voyez-vous. Donc les gens qui vous disent qu'on va vivre 100 ans, ben, c'est pas pour 1000 ans, pardon, comme Laurent Alexandre, c'est pas pour demain, parce que l'espérance de vie recule en France, l'espérance de vie recule aux États-Unis. Pourquoi? Eh bien, entre autres, parce qu'il y a une explosion des cas de cancer. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas encore à comprendre bien le vivant. Le vivant aujourd'hui, c'est ça. C'est un avion, le Caproni CA-60, qui avait été conçu pour traverser l'océan Atlantique en 1920, et il est fait de façon totalement empirique. C'est-à-dire, on met, oui, il y a 9 ailes, 3 paires de 3 ailes, 9 ailes, un moteur à l'avant, un moteur à l'arrière, allez, il s'est écrasé de son premier vol. C'est pas du Photoshop, c'est vraiment, l'avion il était vraiment comme ça, et il s'est écrasé. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on prend un gène de carotte, on balance dans un concombre, on regarde si le concombre devient orange, si le concombre n'est pas orange, on balance le gène de carotte à un autre endroit, vous voyez, on fait des trucs comme ça. Et ça pose un vrai problème parce que le professeur Antoine Andremont, un grand professeur de bactériologie en France, il a publié il y a déjà longtemps, Antibiotiques, le naufrage, notre santé est en danger. Pourquoi?
Parce qu'une bactérie, je vous l'ai dit, c'est comme une longère bretonne, il y a un grand nombre de portes et de fenêtres. Mais une bactérie, comme je vous l'ai dit, est sélectionnée. Nous la sélectionnons nous-mêmes en lui donnant un stress sélectif terrible. Ce stress sélectif terrible, c'est effectivement le fait que nous avons ces antibiotiques qui tuent toutes les bactéries, sauf les résistantes. Donc du coup, les résistantes vont se développer très très vite, parce que toutes les autres sont mortes. Et c'est comme si la fenêtre ou la porte d'une longère bretonne était murée à jamais. Et aujourd'hui, on a muré la moitié des portes, au moins de la plupart des bactéries. Et ben voilà, il reste plus que la moitié des portes. Et quand toutes ces portes seront murées, on va mourir d'une simple infection. On le voit déjà, ça arrive. Ce qu'on appelle les superbactéries résistantes, les maladies nosocomiales dans les hôpitaux, c'est ça. Ces bactéries pour lesquelles on n'a plus d'antibiotiques parce que leurs portes sont fermées. Et ça, c'est parce qu'on a donné trop d'antibiotiques, mais surtout parce qu'on a une vision de la vie qui n'est pas encore adaptée. On a une vision de la vie. Il faut trouver autre chose que les antibiotiques. Il faut aller au-delà dans notre compréhension du vivant, voyez-vous, parce que sinon on va le payer cher et rapidement. Bon, alors nous allons passer à notre dernier pilier, qui est le pilier de la conscience. Le pilier de la conscience, c'est quoi? Eh bien, c'est l'idée que la conscience n'est pas uniquement neuronale. Pour cela, deux premières idées. Dominique Laplane, dans son livre « Qu'est-ce que la conscience ?», montre que la conscience peut exister à l'état pur. C'est très étonnant. Il y a des gens qui sont dans un état de conscience, malheureusement pour eux, ils sont malades, et ils ne font rien. Rien. Ils peuvent rester dans leur bain toute la journée jusqu'à en mourir. Mais si tu leur dis « habille-toi, sors de ton bain, lève-toi et viens manger », ils le font. Il n'y a aucun problème. Mais il faut les stimuler en permanence. De même, ils ne font rien. C'est une maladie assez grave. Et quand Laplane a demandé à ces malades, mais est-ce que vous êtes, dans ces moments-là, est-ce que vous êtes conscient quand vous faites rien? Ah oui, docteur, nous sommes conscients. Mais conscient de quoi? Ben, de rien. Ben, c'est pas possible. Si on est conscient de quelque chose. Et pour vous, docteur, c'est pas possible, mais pour moi, c'est possible. Voilà. Donc, la conscience vide, la conscience existe à l'état pur. Voyez-vous. Je pense, et Laplane pensait que ces gens retrouvent l'état de conscience de méditants tibétains et autres qui arrivent à se déconnecter du monde, mais volontairement. Eux, ils le font involontairement. Quant à Mario Borgard, il a fait des expériences célèbres, entre autres sur des religieuses qu'il a en état d'extase mystique, pour montrer justement que l'extase mystique était un phénomène global qui touchait le cerveau, que ce n'était pas une crise d'épilepsie, mais aussi justement que par exemple des thérapies mentales pouvaient modifier le système immunitaire. Vous voyez, des psychothérapies peuvent modifier votre système immunitaire. C'est-à-dire que l'esprit agit sur le corps. Et donc si l'esprit agit sur le corps, c'est peut-être parce que l'esprit n'est pas justement issu uniquement du corps. Vous voyez. On m'entend toujours? Donc là, je vous parle de Eben Alexander, qui est le premier neurologue qui a écrit donc La preuve du paradis et l'évidence de l'après-vie, avec des dialogues avec le docteur Raymond Moody, qui est le grand-père à tous, j'allais dire, du domaine des near-death experiences, d'expériences d'approche de la mort. Eh bien, il est le premier neurologue, Eben Alexander, à avoir connu lui-même une NDE. Parce que les NDE existent, mais elles sont encore relativement rares, et donc pour qu'un neurospécialiste du cerveau vive lui-même la NDE, il fallait attendre une quarantaine d'années au moins. Et donc, il est revenu de là en disant que tout ce qu'il avait appris sur la conscience était faux. Et ça, c'est passionnant. Hein. Il a dit, voilà, la conscience est bien plus riche, hein, la conscience est bien plus riche quand elle est en dehors du cerveau. En fait, il prend cette métaphore de la feuille de papier. Il dit, voilà, nous sommes comme dans une feuille de papier, là, quand on est dans ce corps, dans ce monde, et quand j'ai eu mon expérience hors du corps, j'ai vu toutes les richesses d'un monde en 3 dimensions, au-delà de la feuille de papier, voyez-vous. Et là, il a dit, voilà, la conscience est beaucoup plus riche quand elle n'est pas dans le corps, et il a spontanément, alors qu'il est neurologue, parlé de la physique quantique comme étant justement une piste, parce que la physique quantique nous dit, elle aussi, que le monde est au-delà du temps, de l'espace, de l'énergie, de la matière. Donc sur la conscience, vous avez d'un côté des expériences qui montrent que la conscience existe, je dirais, à l'état pur, hein, conscience vide. Vous avez les psychothérapies qui modifient des systèmes immunitaires, donc l'esprit agit. L'esprit agit sur le cerveau. D'ailleurs, si vous faites un mouvement du bras, votre cerveau, il y a plein de zones du cerveau qui vont bouger. Mais si vous pensez à faire ce mouvement du bras que je viens de faire, sans bouger le bras,
certaines zones du cerveau vont aussi se mettre à avoir des décharges, des modifications de débit sanguin cérébral, voyez-vous, ce qui montre encore une fois que la pensée agit sur le cerveau. Et puis, les expériences d'approche de la mort, et beaucoup d'autres aussi de sortie du corps, je pense au cas de Nicolas Fries, qui doit être bien connu d'un certain nombre des auditeurs de Jost d'Evelyn, hein. Voilà, ça c'est vraiment aussi des cas tout à fait extraordinaires, semble montrer que là, effectivement, la conscience n'est pas uniquement localisée dans le cerveau. Donc il est temps de conclure sur ces 5 piliers du réenchantement du monde que j'ai voulu vous présenter ici en une synthèse d'une heure. Hein, on a fait tout l'univers en 1 heure, c'est un challenge quand même pour ça, Evelyne. Donc voilà, les applications philosophiques d'astrophysique. Rappelons-les, ce que nous avons vu. Le monde physique où nous vivons ne s'explique pas par lui-même. Il y a un au-delà du temps et de l'espace. C'est la théorie du Big Bang. Mais en plus, il y a un réglage fin des constantes fondamentales de l'univers, et cela fait que la question du créateur est redevenue une question strictement scientifique, même si la réponse semble devoir rester d'ordre personnel, comme nous l'avons vu avec Trinh-Xuan-Tuan, le choix entre l'infinité d'univers parallèles ou un univers avec un créateur. Ensuite, les applications philosophiques de la physique quantique. Il y a une limite absolue à la connaissance que nous pouvons avoir du monde qui nous entoure. La science démontre ses propres limites par elle-même, entre autres avec le principe d'incertitude de Heisenberg. Les fondements des objets ne sont pas des objets, ce sont comme des arcs-en-ciel. Ils sont moins réels qu'un objet, mais plus réels que l'idée d'un objet. Hein. Ça, c'est la deuxième grande idée de la physique quantique. Ensuite, l'existence de la non-séparabilité quantique, ce lien mystérieux au-delà du temps et l'espace entre les deux particules, montre qu'il y a des phénomènes qui échappent donc au temps et l'espace, et là aussi nous introduit à l'idée d'un autre niveau de réalité. Voilà les implications fondamentales de la physique quantique. Ensuite, il y a les applications fondamentales des mathématiques. Aucun système n'est à la fois complet et cohérent, c'est le fameux théorème de Gödel. Si un système logique est complet, eh ben, il est incohérent, ce qui est grave. Donc, pour qu'un système logique soit cohérent, il faut qu'il soit incomplet. Et je vous ai dit qu'il y a une deuxième corollaire au théorème de Gödel, c'est qu'il y a des vérités que nous pouvons percevoir, mais alors qu'elles ne sont pas démontrables dans un système donné. Mais nous pouvons voir qu'elles sont vraies. C'est aussi Gödel. Et ça dépend de la possibilité pour l'homme d'entrer en contact avec un monde des objets mathématiques, comme l'ont dit des grands mathématiciens comme la médaille Fields, Alan Kohn ou le prix Nobel de physique Roger Penrose. Voilà, ça c'est les conséquences philosophiques des mathématiques. Ensuite, vous avez les applications philosophiques de la neurologie. Il n'y a pas d'identité entre l'expérience mentale du sujet et son état neuronal. Ça, j'ai pas eu le temps de développer, mais justement, les expériences faites sur des moines tibétains par Jean-François Lambert en France ont montré qu'il y a une déconnexion qui est possible. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un moine tibétain qui se met à méditer, on lui met un flash dans les yeux, il a senti le flash, mais ce flash qui, logiquement, fait une réaction réflexe du cerveau enregistrée par un électroencéphalogramme, eh bien, l'électroencéphalogramme n'enregistre plus rien. Voilà. C'est que ce moine tibétain s'est déconnecté du réel. Il a fait une séparation entre son esprit et son cerveau, puisque le flash arrive, mais le cerveau lui-même même ne réagit pas à ce flash. Non seulement il a déconnecté son esprit du réel, mais, il a aussi déconnecté son cerveau, puisque le cerveau ne réagit pas à ce flash, alors qu'il devrait réagir de façon réflexe. Et donc la conscience existe à l'état pur, hein, comme on l'a vu avec Dominique Laplane. Il a aussi montré que la pensée précède le langage, mais ça, je l'ai pas dit. Et les expériences de type d'expérience d'approche de la mort donnent une crédibilité à l'idée que la conscience ne serait pas localisée dans le cerveau, même si encore il y a beaucoup de recherches, je pense, à faire dans ce domaine. C'est quand même très très important. C'est un indice très important, les expériences d'approche de la mort et les sorties du corps. Et puis il y a effectivement dans la biologie de l'évolution la possibilité que l'évolution soit en partie canalisée, qu'elle soit reproductive, comme on l'a vu avec Simon Conway-Morris. Hein. Cette conception est soutenue par l'existence d'une canalisation de l'évolution, comme je vous l'ai montré. Et en fait, les structures complexes de la nature
nature, c'est-à-dire la forme félin, la forme canidée, la forme primate pour nous, serait produite par les lois de la nature et non pas par la sélection naturelle. Nous serions comme les fameux cristaux de neige que j'ai montrés. Hein. Les cristaux de neige ont tous 6 branches parce que c'est inscrit dans les lois de la nature. Eh bien, en fait, comme Simon Conway Morris vous l'a dit dans cette phrase spectaculaire, les grands types d'êtres vivants seraient préexistants au Big Bang lui-même. C'est une toute autre vision, bien sûr, de l'évolution que la vision darwinienne. Donc voilà, il est temps de conclure et dans ce slide, vous avez déjà ma première conclusion. Hein. Ma première conclusion, c'est une incroyable révolution conceptuelle. Vous voyez, on est passé du temps et l'espace absolu de Newton à la relativité de l'espace et du temps d'Einstein qui génère le Big Bang, qui génère ce fameux réglage fin de l'univers que j'ai appelé principe anthropique, c'était l'histoire du peloton d'exécution. Laplace voulait un monde complètement déterminé où Dieu n'avait pas de place, disait-il à Napoléon. Eh bien, Bohr et Heisenberg ont montré qu'il y a un principe d'incertitude qui débouche sur la mystérieuse connexion, la non-localité entre les deux particules. Un grand mathématicien du début du XXe siècle voulait démontrer la complétude de la logique. Pas de bol. 31 ans après, 32 ans après, Kurt Gödel a démontré le théorème d'incomplétude de la logique. Et la sélection naturelle de Darwin était censée être l'explication ultime de l'évolution. Eh bien, nous montrons, avec des gens comme Pierre Teilhard de Chardin, par exemple, qui avait travaillé sur la convergence de l'évolution, que l'évolution est quelque chose qui est canalisé. Et une des choses qui était la grande intuition de Teilhard de Chardin, c'est que l'évolution est canalisée vers toujours plus de conscience. Un homme a plus de conscience qu'un chimpanzé, mais un calamar a plus de conscience qu'une méduse. Il y a plus de conscience dans ce que font les abeilles que les guêpes, parce qu'elles font des choses beaucoup plus sophistiquées. Il y a plus de conscience dans un perroquet ou un corbeau que dans un pigeon, etc., etc. Partout, il y a une poussée vers la conscience dans la nature, et ce n'est pas uniquement du darwinisme. L'analyse de l'équilibre en chimie est remplacée par l'analyse des déséquilibres, par la théorie du chaos dont je n'ai pas parlé, mais dont le prix Nobel Ilya Prigogine, que j'ai aussi bien connu et que j'ai eu la chance d'avoir aussi pour maître, est un exemple. Et puis l'homme neuronal de Jean-Pierre Changeux, que j'ai cité, qui disait en introduisant son cours au Collège de France, l'homme n'a plus rien à faire de l'esprit, et il lui suffit d'être un homme neuronal, est remplacé par l'idée de l'existence de la conscience à l'état pur et d'une conscience qui semble peut-être capable de s'évader du cerveau, comme on l'a vu avec Dominique Laplane, mais aussi avec Eben Alexander et les expériences de sortie du corps. Voilà, donc c'est une révolution conceptuelle, c'est un changement complet de vision du monde. Et qu'est-ce qu'implique ce changement complet de vision du monde? Eh bien, il implique deux choses. D'abord, toutes les religions, y compris les religions non monothéistes, disent depuis des siècles qu'il y a un autre niveau de réalité, au-delà du temps, de l'espace, de l'énergie, de la matière, et que l'homme est relié à cet autre niveau de réalité par des voies mystérieuses. La modernité avait rendu absurde une telle conception. Pour elle, il n'existe rien d'autre que le monde matériel. Eh bien, le nouveau paradigme scientifique, comme je viens de vous le démontrer, redonne de façon inattendue pour les spécialistes des sciences, d'histoire des sciences et pour les matérialistes, une crédibilité à cette conception. Oui, il y a un au-delà de réalité, un autre niveau de réalité au-delà de l'espace et du temps et de la matière, et oui, l'homme est relié à cela, à l'esprit humain. Et puis, donc, nous avons vu que cette évolution composite des sciences répond, oui, il y a un autre niveau de réalité, mais aussi qu'un principe créateur est crédible au plan rationnel, que l'esprit de l'homme peut être en contact avec cet autre niveau de réalité par au moins les mathématiques, le monde des mathématiques. Peut-on penser que la conscience existe hors du cerveau? Oui, avec la NDE, et ainsi de suite. Donc une nouvelle synthèse entre science et religion est possible, elle conduit à ce que Prigogine le premier, mais bien d'autres après lui, ont appelé un réenchantement du monde, hein, et on peut avoir l'espoir de bâtir pour le XXIe siècle une synthèse harmonieuse. On peut enfin ne plus être des hommes et des femmes schizophrènes, avec nos cerveaux coupés en deux, avec ce fossé entre les deux cultures dénoncé par Charles Pierre Snow, avec lequel j'ai commencé cette conférence, et rebâtir une vision du monde bénéficiant du souffle que donne la transcendance et de la solidité que donne la raison. Parce que un monde sans raison est un monde qui malheureusement peut générer des monstres, et on le voit. La transcendance sans la raison, ça peut générer des monstres. Mais la raison sans la transcendance, c'est quelque chose de très désenchanté. Et donc voilà le grand espoir que nous avons, être des hommes et des femmes capables de marcher sur nos deux pieds, hein, le pied de la raison et le pied
de la transcendance. Voilà comment on peut faire un réenchantement du monde. Et je terminerai avec une image, si vous voulez, qui est due à un peintre Escher. Cette image est très particulière. Escher faisait des tableaux qui étaient symboliques. Il peignait le Big Bang, par exemple. Il peignait, vous voyez, les choses de la relativité d'Einstein. Et là, vous voyez un jeune homme. Vous voyez le jeune homme avec ma flèche. Ce jeune homme regarde un tableau qui est dans une galerie de tableaux. Vous voyez les piliers de la galerie de tableaux. Vous voyez les tableaux, etc. Et là, il y a un tableau, donc vous voyez le bord ici. Regardez bien le bord avec ma flèche. Et le jeune homme est dans ce tableau qu'il est en train de regarder. C'est-à-dire, c'est pas possible, il y a un paradoxe, d'accord? Ouais, c'est pas possible. Sauf que, en fait, ce tableau est cohérent. Regardez là, vous voyez? À côté d'une maison, il y a une maison. À côté d'un tableau, il y a un autre tableau. À côté d'un pilier, il y a un autre pilier. Il est localement cohérent. Là, il y a un port avec un bateau, voyez-vous? Mais, il y a un problème. Ce tableau ne peut pas être complet. Regardez la grille sous-jacente au tableau qui s'appelle Exposition des estampes de Escher. Regardez, c'est en fait une structure fractale, vous savez, c'est comme quand vous faites un demi plus un quart plus un huitième plus un 16e, ça n'arrivera jamais à 1, vous voyez, ça va aller le plus près possible de 1, ça tend vers 1. Donc vous pouvez faire, si vous voulez compléter le trou qui est au centre, vous devez le faire de façon fractale, circulaire, et vous n'arriverez jamais à le combler, parce que ce tableau a une structure mathématique. Et ce qui est extraordinaire, c'est que, voyez-vous, ce tableau, en fait, c'est la représentation du théorème de Gödel, par Escher. Il a représenté le théorème de Gödel. Pourquoi? Parce que ce tableau est incomplet. Et s'il était complet, il serait incohérent. Pourquoi il serait incohérent? Parce qu'ici au centre, regardez bien au centre, l'eau du port qui est là toucherait le sommet de la galerie de tableaux qui est là. Et ça créerait une grosse incohérence. Et c'est seulement par le fait qu'il y a un trou au centre que ce tableau est cohérent. C'est le théorème de Gödel. Le tableau est cohérent parce qu'il est incomplet. Et c'est comme une structure mathématique, la cohérence du tableau est préservée par sa structure mathématique même. Si on suit la structure mathématique du tableau, on peut pas combler le trou. Mais regardez, ce qui est passionnant, c'est que Escher a signé dans le trou. C'est le seul tableau que je connaisse au monde qui est signé au centre. M.C. Escher, il a signé dans le trou pour nous dire que l'essentiel, pour reprendre cette belle phrase de Saint-Exupéry, l'essentiel est invisible pour les yeux, l'essentiel nous échappe. Et c'est ça le message de la nouvelle vision du monde. Voilà pourquoi pour moi c'est le logo de la nouvelle vision du monde. L'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. Je vous remercie. Un tout grand merci pour ce brillant exposé. Nous voilà donc enchantés par l'exposé et réenchantés grâce à cette synthèse entre spiritualité et science. Et en plus, maintenant, on sait que si on passe notre vie dans un avion, on va rajeunir. Donc, c'est parfait. Alors, ce que je voulais te demander, c'est jusqu'où tu peux aller au niveau de cette synthèse sans choquer les scientifiques ou sans choquer les croyants, hein, parce que tu as quand même reçu cette médaille du pape. Est-ce qu'il y a, à ton avis, du côté des croyants, des lignes à ne pas franchir? Non, la question c'est jusqu'où on peut aller scientifiquement. C'est-à-dire, moi, j'ai une démarche qui se veut rationnelle. Après, tu peux faire, par exemple, des choses qui ne sont... C'est comme on dit, tu sais, quand on a un brevet, c'est marqué SGDG, sans garantie du gouvernement. C'est marqué SGDG. Eh bien, on peut dire qu'il y a du SGDG sans garantie, si tu veux, de la science. On peut dire beaucoup d'autres choses. Mais le problème, c'est justement d'être rigoureux. Et donc, la démarche que j'ai présentée là est une démarche rigoureuse qui montre bien que, en utilisant les moyens de la science elle-même, et ce qui est, à l'exception notable des expériences d'approche de la mort, dont les idées de sortie du corps ne sont pas encore reconnues par tout le monde, faute d'avoir été faites avec un protocole expérimental vraiment rigoureux, qui montrerait qu'au moment de la mort clinique, la personne est capable de voir, par exemple, un écran de télé qui serait disposé au pied du lit et qui ne pourrait pas voir physiquement avec ses yeux. Faute d'avoir fait l'expérience comme ça en double aveugle, on ne peut pas affirmer que les sorties du corps soient réelles. Mais on a beaucoup d'éléments qui montrent que c'est possible. Sinon, tout le reste que j'ai présenté, la physique quantique, les visions de la plane, etc.,
de la conscience pure, enfin tout l'astrophysique, le principe anthropique, tout ça, c'est évidemment le théorème de Gödel, c'est extrêmement, c'est un fait, quoi, voilà, c'est là. Alors maintenant, tu me dis quelles sont les limites. Eh ben, je vais te répondre quand même. Par exemple, une limite intéressante sur la conscience, c'est par exemple, j'ai rencontré Ian Stevenson, qui est décédé maintenant, mais son équipe à l'Université de Virginie fait des expériences sur la réincarnation. Alors sur la réincarnation, par exemple, tu as des enfants qui, à l'âge de 2, 3, 4, 5 ans, se rappellent très bien d'une vie antérieure. Et dans ces cas-là, l'équipe de Ian Stevenson fonce dès qu'elle entend un cas comme ça. Et elle dit à l'enfant, ok, on va faire les tests. Alors quel village, quel âge tu avais, qui est ta famille, etc. Et ils amènent l'enfant là-bas et l'enfant est censé faire des... Et ça marche des fois très très bien. Dans mon livre là que j'ai brièvement montré, Explorateur de l'invisible aux éditions Très Daniel, je donne un cas tout à fait stupéfiant d'un village hindou où un enfant arrivant dans le village, donc dit qu'elle était son ancienne famille. Et la famille dit, écoutez, non, il y a bien quelqu'un qui s'appelait comme ça il y a 10 ans, mais en fait, on l'a perdu de vue. Il est parti un jour, on l'a jamais retrouvé, on ne sait pas. Donc ça marche pas votre truc, il est pas mort. Et l'enfant, en marchant dans le village, désigne un type, c'est lui qui m'a tué. Et là, le type devient blême et il dit, mais c'est pas possible, vous pouvez pas croire un enfant, enfin c'est stupide, etc., etc. Et là, l'enfant dit oui, mais le corps est à tel endroit, etc. Et on a retrouvé le corps et le type a explosé en larmes et a avoué le meurtre. Donc voilà, donc dans un cas comme ça, le père François Brune, dont tu dois bien connaître, au moins que j'ai bien connu mais que tu as dû connaître, le père François Brune, qui lui était un prêtre catholique, donc ne croyait pas à la réincarnation, disait, c'est comme on dit non paupérien, c'est-à-dire qu'on ne peut pas trancher entre les deux hypothèses, bah, c'est l'esprit de cette personne morte qui a été capté par un gamin, et le gamin a capté l'esprit de cette personne morte et s'est identifié à cette personne morte pour avoir le souvenir de sa vie. Donc c'est pour dire que si tu ne veux pas croire à la réincarnation, tu ne croiras pas à la réincarnation, mais des cas comme ça sont quand même très intéressants et de toute façon ça confirme l'idée que la conscience en tout cas n'est pas uniquement dans le cerveau puisque soit il y a réincarnation, soit il y a captage par la conscience de quelque chose qui vient d'un autre niveau de réalité, par exemple. Hein. Donc encore une fois, je dis ça par rapport, tu parlais des limites des croyants, bah, il y a des gens qui refusent la réincarnation et bon, bah, tu n'as pas de preuve dans le sens que tu peux toujours faire cette hypothèse que tu as une autre conscience que tu as captée en quelque sorte en naissant, que c'est une espèce de fusion de conscience. Mais dans ce cas, ça voudrait dire justement que le cerveau, ça je l'ai pas dit, le cerveau n'est pas un créateur de conscience, mais un capteur de conscience. Et donc, il capte une conscience et il pourrait même en capter deux ou plusieurs, ce qui ferait les personnalités multiples et les choses comme ça. Donc, après, les autres limites qui ne sont pas sans garantie gouvernement, c'est par exemple la parapsychologie. J'ai beaucoup étudié la question, si tu veux, avec par exemple le professeur Robert Yann à l'université de Princeton. Il avait des étudiants qui passaient du temps devant des générateurs aléatoires et qui étaient chargés de faire bouger le générateur aléatoire vers le plus ou vers le moins. C'est un peu comme un système de pile ou face, si tu veux, où tu veux essayer de truquer le truc pour avoir plus de piles ou plus de faces. Et ça marchait très très bien avec une probabilité de 1 chance sur 100 que ce soit dû au hasard. Donc il y a des indices en parapsychologie, mais c'est fragile. Et dès qu'il est mort, on a immédiatement fermé son labo. Donc tu comprends que évidemment la recherche n'est pas encouragée dans ce domaine, comme elle n'est pas encouragée sur les NDE. Donc voilà 2 exemples de limites, si tu veux, où il y a des résultats intéressants en parapsychologie, travail de Stevenson sur l'incarnation, mais où je dirais des présupposés matérialistes, comme d'ailleurs sur la recherche sur les NDE, sur le fait que les NDE seraient une vraie sortie du corps, ces recherches-là sont tout à fait, je veux dire, sont relativement en tout cas entravées, voilà, pour les limites. Alors, quels sont tes prochains défis, tes prochains projets? Alors, je suis en train d'écrire un livre qui s'appelle Les dieux créés à la science pour retracer l'histoire des grands scientifiques par rapport à leur position par rapport à Dieu. Ça, c'est un livre déjà que j'ai commencé. J'en suis à Galilée, d'ailleurs. C'est très intéressant parce que ce que je vais démontrer, c'est que Galilée avait tort au plan scientifique et qu'il avait raison contre le Vatican au plan théologique. C'est quand même assez incroyable. Les gens sont stupéfaits quand je dis ça. Il avait tort au plan scientifique parce que l'inquisiteur, le cardinal Robert Bellarmine, qui était un homme, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on pense qu'un inquisiteur est une brute stupide, c'était un des hommes les plus intelligents de son temps, qui parlait 10 langues, etc. Bellarmine lui avait dit, si vous m'apportez une preuve que la Terre tourne autour du Soleil, je m'inclinerai, mais vous ne l'avez pas apporté. Et il avait entièrement raison.
Il faudra un siècle après la mort de Galilée pour trouver cette fameuse preuve. Par contre, Galilée, dans la même ligne que Averroès, grand penseur musulman, qui avait écrit un texte qui s'appelle Le Discours décisif, est très intéressant. Je suis en train de reprendre des écrits de Galilée qui sont peu connus. Le Discours décisif d'Averroès, je ne suis pas sûr que Galilée l'ait lu, mais il a retrouvé l'idée indépendamment, disait en gros, donc Averroès, penseur musulman, si une vérité scientifique paraît s'opposer au Coran, c'est que vous avez mal interprété le Coran. Donc il faut changer votre interprétation du Coran, parce que Dieu est l'auteur du livre de la nature, et Dieu est l'auteur du livre des révélations, c'est-à-dire des textes religieux. Donc Dieu ne peut pas contredire Dieu, et donc vous devez changer votre interprétation. Et Galilée dit exactement la même chose. Elle dit, faites attention, parce que s'il est démontré que la Terre tourne autour du Soleil, si vous avez mis en place l'idée que la vérité chrétienne dépend du fait que la Terre tourne que la Terre est au centre du monde, eh ben ça va être terrible pour l'Église catholique. Il dit exactement ça. Il dit exactement ça aux inquisiteurs, et il a entièrement raison, évidemment, au plan théologique. Il avait tort au plan scientifique, c'est incroyable. Donc ça, c'est mon prochain livre. Ensuite, je prépare un livre qui s'appelle Dieu l'enquête. C'est fait sur une conférence que j'ai fait au CERA, CERA, de mon ami Jean-Michel Mousset en Vendée. Ça s'appelle Laboratoire spirituel. Si vous cherchez sur YouTube le CERA, Laboratoire spirituel Jean Stone, vous avez une conférence où je vais beaucoup plus loin que ce que j'ai fait jusqu'ici dans mon livre Jésus l'enquête. Donc ce livre s'appellera Dieu l'enquête. Et donc c'est un livre justement sur la conférence appelée Qui est Dieu? Et je prétends qu'on peut avoir quelques réponses en regardant justement les cohérences qu'il y a entre différentes religions. Voilà les projets que j'ai. Et puis sinon, je suis, comme tu l'as mentionné, professeur au Maroc, dans un endroit extraordinaire, l'Université Mohamed VI Polytechnique. Et chaque année, au mois de décembre, j'organise un grand colloque international. Cette année, il y avait Eben Alexander, il y avait Mario Burgard, il y avait un prix Nobel de physique extraordinaire, William Phillips. Et donc chaque année, ce colloque, si des Français veulent venir y assister, ils peuvent absolument prendre l'avion pour Marrakech et assister à mon colloque là-bas. Un tout grand merci Jean, et comme tu as donc de futurs livres à sortir, j'espère qu'on te reverra sur Résilience Psy Oui, pour nous parler de tout ça. et puis je rappelle quand même, pour que tout ce que j'ai dit là se trouve quand même résumé dans un livre auquel je tiens beaucoup, qui s'appelle Explorateur de l'invisible, aux éditions Guy Daniel. Donc les gens peuvent en attendant se procurer cet ouvrage, vous voyez, comment trouver sens et cohérence à notre vie. Eh bien, c'est exactement ce que j'ai présenté ici, c'est-à-dire que tout ce que j'ai présenté là est détaillé, prouvé avec les références dans cet ouvrage. Tu écris combien de bouquins? 8 individuels pour l'instant et 3 collectifs. Donc je suis en train d'écrire mon 9e bouquin avec Et Dieu créa la science. Et donc si Dieu le veut, le bouquin sur Dieu sera le 10e ou le 11e. Voilà. Et prévu sortie plus ou moins quand? Alors je te dis, j'espère sortir Et Dieu créa la science en novembre prochain et après, voilà. Eh bien, je suis certaine que moi, j'aurais en tout cas envie de te retrouver sur cette chaîne. Je bois toujours du petit lait quand je t'écoute. Tu as des capacités pédagogiques extraordinaires. Tu parviens avec les métaphores, avec humour aussi, à délivrer et à faire comprendre des choses extrêmement complexes. Et je te remercie pour tout ça. Et Evelyne, dernier point, en France, à Paris, au Grand Rex, avec mon ami Guy Daniel et son épouse Claudia, nous avons enfin, parce qu'on a arrêté avant le Covid, on avait fait 2 très grands colloques, justement avec Eben Alexander, avec des gens extraordinaires, avec Richard Davidson, qui était un des bras droits de Dalai Lama sur l'étude de la conscience. Et voilà, donc on refera un grand colloque, là aussi, si Dieu le veut, début 2026, dans un an, et on tiendra par toi, tes amis et adhérents au courant. Voilà. Merci beaucoup, Jean. Merci. Au revoir. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, pensez à la partager et à faire connaître Résilience Psy, et à bientôt pour de nouvelles aventures.